Merci de nous retrouver et de nous être fidèles sur I24. Le 21 janvier 2006 débutait le calvaire d'Ilan Halimi, torturé à mort par le gang des barbares. 10 ans après, la blessure reste vive. Joseph Emmanuel. C'est le 21 janvier 2006 que la vie d'un jeune vendeur de téléphone bascule. Ilan Halimi, 23 ans, est enlevé en région parisienne, attiré dans un guet-apens par une jeune fille qui fait office d'appât. Le jeune homme sera torturé pendant 24 jours dans une cave d'une cité HLM de Bagneux. Il est découvert agonisant 3 semaines après l'enlèvement, laissé pour mort par ses ravisseurs le long des voies ferrées du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan décédera lors de son transfert à l'hôpital. L'autopsie révèle des brûlures sur 80% de son corps, de multiples hématomes, plaies et contusions. Mais le médecin légiste conclut qu'aucun des coups portés n'a été mortel. Ilan est mort de l'ensemble des violences et tortures subies durant 24 jours. Ses ravisseurs, surnommés le gang des barbares, voulaient obtenir une rançon. Un gang composé de 27 personnes, chacune a un rôle précis, geôlier, gardien, rabatteur ou tortionnaire, tous gravitent autour d'un chef, Youssouf Fofana. La France découvre avec effroi son visage. Violence, antisémitisme, des milliers de Français choqués descendent dans les rues pour dénoncer ce crime barbare. Avant Ilan Halimi, le gang des barbares avait tenté une dizaine d'enlèvements et toutes les personnes visées étaient de confession juive. Le motif du crime est reconnu comme crapuleux et antisémite. Il s'agissait d'extorquer de l'argent à la famille de la victime, supposée riche car juive. Le 15 février, Fofana fuit en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté puis extradé vers la France. Il est le seul des 27 accusés à être condamné à perpétuité. Après avoir été enterré en France, le corps d'Ilan Halimi repose désormais dans un cimetière de Jérusalem. Alors l'enlèvement d'Ilan Halimi, sa séquestration était en 2006 une affaire quasi inédite en France et très compliquée du fait également de la personnalité de son bourreau Youssouf Fofana. Pour faire le point sur cette affaire, nous sommes en ligne avec Christophe Coppen, ancien négociateur du RAID. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors dans les cas d'enlèvement, de prise d'otage, comment savoir quelle est la bonne méthode à appliquer pour tenter de faire libérer la victime ? La priorité des forces de l'ordre est toujours de récupérer le maximum d'informations qui vont permettre la libération de la victime. Ce sont des enquêtes qui sont extrêmement compliquées, qui mobilisent d'ailleurs l'intégralité des services de renseignement d'une part, mais également des services de police judiciaire qui sont compétents sur la zone géographique. Et donc il va y avoir une mobilisation de l'ensemble des moyens autour de ce type d'enquête. Alors on imagine que les cas et leur résolution dépendent beaucoup de la personnalité du ravisseur et c'est là que le rôle de négociateur prend tout son sens. Est-ce qu'aujourd'hui, après l'affaire d'Ilan Halimi, on négocie pareil, on traite pareil? Qu'est-ce qui a changé concrètement? La négociation, elle n'a pas évolué depuis l'affaire Halimi, c'est-à-dire que la négociation a une visée, récupérer des informations utiles déjà à l'enquête d'une part, stabiliser le plus possible et rassurer quelque part les ravisseurs de manière à ce que, ils comprennent que l'on est dans une phase de communication avec eux et qui doit aboutir à une entente ensemble, et donc essayer également de comprendre l'ensemble des paramètres, notamment de profil de personnalité pour savoir le niveau de dangerosité. Ces méthodes-là restent les mêmes, que ce soit avant ou après l'affaire Halimi. Les affaires ont une résolution qui est à chaque fois extrêmement singulière et pas deux affaires peuvent se ressembler, mais les méthodes, elles restent les mêmes. Pas de changement drastique. Donc merci beaucoup Christophe Coppen. Je rappelle que vous êtes ancien négociateur du RAID. Alors l'enlèvement et le meurtre d'Ilan Halimi ont marqué un tournant pour la communauté juive, mais dans la France entière. Retour à présent sur 10 ans d'antisémitisme en France avec Jonathan Serrero. Entre 2005 et 2014, le nombre d'actes anti-juifs est passé de 508 à 851. Le nombre de 810 agressions antisémites sont atteints en 2015. Les attaques antisémites ont débuté lors de la seconde intifada. En 2003, Sébastien Selam, alias DJ Lamsé, est tué en plein Paris par son voisin de palier. Le jeune homme est mort parce que juif. Son assassin a laissé le corps de sa victime dans une mare de sang, criant « J'ai tué un juif, j'irai au paradis ». Mais la justice déclare le meurtrier irresponsable. Le mobile antisémite n'est pas reconnu.
3 ans plus tard, toujours à Paris, au mois de février 2006, Ilan Halimi, jeune juif vendeur dans une boutique de téléphones portables, est torturé à mort par Youssouf Fofana et son gang des barbares. Cette fois, le caractère anti-juif est avéré au terme d'un long procès. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qualifie le meurtre d'antisémitisme par amalgame. C'est la première fois en France depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un juif est tué en raison de sa religion. L'antisémitisme dénoncé en décembre 2009 par l'ancien chef de l'État, Jacques Chirac, lors de la remise du prix Ilan Halimi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une perversion. Une perversion. Et une perversion qui tue. Toulouse, 19 mars 2012, Mohamed Merah abat le rabbin Jonathan Sandler, ses 2 enfants, Gabriel et Arié, âgés de 3 et 6 ans. La petite Myriam Monsonego, 8 ans, tombe sous les balles du terroriste. Aujourd'hui est une journée de tragédie nationale parce qu'on a assassiné de sang-froid des enfants. Parce qu'un tueur est rentré dans une école de confession juive. C'est une ignominie. Et je devais être là pour exprimer à ces familles meurtries, mais aussi à cette école juive, car c'est une école juive qui a été visée, l'antisémitisme s'ajoutant à l'abjection. La communauté juive de France est sous le choc. La haine anti-juive portée à son paroxysme le 9 janvier 2014 lorsqu'Amédi Koulibaly fait irruption dans l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris, armé de sa Kalachnikov. Il tue Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Ratab, tous assassinés parce que juifs. Le 24 mai 2014, Mehdi Nemmouche, jeune Français originaire de Roubaix, tue 4 personnes dont un couple de touristes israéliens en visite au musée juif de Bruxelles.